Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Donc, comme Modeste l'a déjà dit aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA locale sur Android. Changer un peu le titre, j'ai donné un sous-titre État des lieux. Donc, c'est vraiment un tour d'horizon sur les technologies d'IA, surtout d'IA générative, qu'on peut appliquer sur Android aujourd'hui. Donc bonsoir. Comme Modeste et l'équipe a déjà fait, ils m'ont déjà présenté, mais je me présente moi-même. Moi, c'est Elaine, je suis Senior Staff Engineer chez Sphere à Paris. Donc Sphere est une société avec plus de 900 collaborateurs qui bossent, qui travaillent pour plus de 100 clients dans tout ce qui est software, développement logiciel comme moi, mais aussi des personnes qui sont spécialisées dans le cloud, data et IA. Sphere fait aussi de la formation. Nous faisons aussi de la formation, des choses sur software dev, sur cloud, data, etc. Mais récemment, en fait, on a rajouté une formation sur la maîtrise de l'utilisation des agents IA. Donc, c'est voilà, tout ce qui est autour de l'IA agentique. On travaille sur ça aussi côté training. Je suis GDE, donc je suis Google Developer Expert pour Flutter et Dart également. N'hésitez pas, si vous voulez suivre ce que je fais, ça vous intéresse, déjà le sujet de ce soir, mais plein d'autres sujets, non seulement sur le mobile, mais sur l'IA générative et d'autres sujets sur le développement logiciel. N'hésitez pas de me suivre sur LinkedIn. Donc, voici le plan pour aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir pourquoi, en fait, on devrait s'intéresser à l'IA locale. On va voir quelques cas d'usage concrets. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par Google. Et comme on va parler d'Android, forcément, il y a beaucoup de choses qui marchent bien sur Android, qui fonctionnent bien sur Android. Mais le monde ne s'arrête pas là. Il y a d'autres solutions. Donc, je vais citer quelques apps, surtout, qui fonctionnent bien sur Android. Et quelques mots pour aller plus loin. Je n'ai pas mis ici, j'ai oublié, mais il y a aussi il y aura une petite session sur tout ce qui est compatibilité matérielle. Vraiment, quels sont les specs hardware pour faire fonctionner des apps en local. Donc, tout d'abord, pourquoi s'y intéresser? En fait, il y a 4 raisons principales. C'est tout d'abord, quand on fait de l'IA locale, en fait, tout reste en local, donc par défaut. Il n'y a pas de communication avec un serveur. Tous les traitements de la donnée se font en local, donc il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas de problème de confidentialité, il n'y a pas de besoin de plus de protection de ça pour bien traiter, bien gérer ces données. Deuxième raison, c'est un mode hors ligne natif par défaut. Parce que justement, on est en local, on peut avoir son réseau qui est coupé et ça va fonctionner parce que le modèle, il tourne sur le téléphone. Par contre, petite remarque, bien sûr, c'est évident, mais il faut un téléchargement initial d'un modèle qui peut avoir quelques centaines de mégas, mais aussi quelques gigaoctets. Donc, il faut quand même le prévoir, une connexion initiale. La latence, comme il n'y a pas de communication avec un serveur distant, c'est juste du traitement local et du coup la latence des réponses sera minimale, modulo bien sûr, tout cela sera influencé ou impacté par la qualité hardware, par la qualité matérielle de l'appareil. Et bien sûr, quand on fait des applications IA, les coûts, surtout de l'IA générative, les coûts peuvent monter très vite quand on fait de l'IA générative classique. Et ce qui est très intéressant quand on fait de l'IA locale, c'est que l'infra, c'est le téléphone de l'utilisateur. Donc il n'y a pas besoin il n'y a pas de coût en fait d'infra pour l'inférence, pour utiliser l'IA. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a attiré l'attention. Et maintenant, voyons quelques cas d'usage concrets qui existent aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup d'applications qui font ça. Tout ce qui est texte, en fait, les résumés de texte.
Donc, du texte long peut être résumé par une IA locale. Donc, des transcriptions, des emails, des articles. Voilà. Donc là, vous pouvez envoyer à une IA locale avec zéro problématique de fuite de données ou autre sur des documents peut-être privés. Vous pouvez avoir des points clés, des actions, etc. sur un document. De la relecture et de la réécriture de texte, pareil. Là, par exemple, vous avez un texte, peu importe, et vous voulez peut-être le réécrire pour faire un texte plus petit ou pour donner un autre ton. Donc là, c'était pour donner un ton un peu plus, comment on dit, j'ai malade dans la tête, mais c'est pas malade, c'est pour donner un plus, bref, plus angry, parce que je trouve pas le mot en français. Et ça va tourner en local sur votre téléphone et ça va donner une réponse directement en local. Pareil pour donner des choses plus formelles, décontractées ou plus d'emojis, etc. De la description d'image. Donc, vous pouvez vous donner une image et demander qu'est-ce qu'il y a dans cette image, décris-moi cette image. Donc là, c'est une IA locale qui va prendre cette image-là, va dire non, il y a un casque, il y avait des cheveux gris, il y avait ci, il y avait ça. Donc pareil, tout ça en local. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. En fait, on peut faire des choses auxquelles on ne pourrait même pas s'imaginer qui peuvent marcher en local, comme faire du RAG. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais le RAG, en fait, c'est une méthode qui permet d'enrichir un modèle pour faire des choses plus personnalisées, on va dire, parce que le souci qu'on a quand on utilise un modèle sans outils, donc si on va utiliser juste Gemini, par exemple, Gemini, il a des connaissances jusqu'à tel jour. Voilà, il a été entraîné, certes, avec des milliers de données de tout Internet, mais il n'y a pas vos données, par exemple, de votre entreprise ou de votre projet. Et en fait, avec cette technique-là, vous pouvez enrichir peut-être avec des documents PDF ou autres, vous pouvez enrichir un modèle. Et du coup, il y a tout un système pour que le modèle ait une connaissance particulière de votre contexte et puisse traiter et répondre en tenant tout ça en tête. Il y a autre chose aussi qui est possible en local, c'est faire quelque chose qui s'appelle le function calling, l'appel des fonctions. C'est en fait quand on donne à un modèle la capacité d'appeler une API, une fonction directement. Donc là, on peut avoir une commande vocale, par exemple. Et par exemple, un modèle qui s'appelle FunctionGemma, qui est un modèle qui fonctionne en local, qui est optimisé pour ça. Et à partir de cette requête, ça va extraire des paramètres. Et directement, on pourra faire un appel à quelque chose, donc à un API ou à une fonction. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, quelques cas d'usage. Tout ça existe, tout ça est faisable déjà dès aujourd'hui. Donc ensuite, comme j'ai dit, on va parler d'Android. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Google, même s'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour d'autres technologies aussi. Là, on va se concentrer sur celles qui fonctionnent bien sur Android, mais sachez que beaucoup de solutions ici fonctionnent aussi pour d'autres technologies. Donc là, voyons voir ce qui existe dans le monde Google, donc dans le Made by Google. La première technologie, c'est Gemini Nano. Donc Gemini Nano, c'est un modèle. C'est un modèle qui est disponible. Du coup, là, pour le coup, on est sur un cas très spécifique d'Android parce qu'il est embarqué dans l'OS. Donc là, c'est un modèle, c'est une variante, on peut dire, de Gemini qui est embarqué dans Android. Et en fait, il y a déjà plein d'applis du système Android qui utilisent Gemini Nano. Donc voilà, les screenshots, messages, talkback, etc. Ça utilise Gemini Nano. Et en fait, il manque un trait ici parce que certes, ici, on a des applications qui sont faites par Google. Bien sûr, ils vont utiliser leur propre technologie. Mais en fait, là, il peut y avoir une autre application qui est notre application, mon application ou votre application qui peut utiliser aussi Gemini Nano. Et un grand avantage, c'est que
c'est partagé, comme vous voyez. On n'a pas besoin de se préoccuper, de se dire « Ah non, j'ai fait de l'IA locale, mais il faut que j'embarque le bon modèle, il faut que je mette à disposition plein de modèles, etc. » Là, le gros avantage de Nano, c'est que tout est géré par l'OS. C'est transparent pour nous et pour l'utilisateur. Il faut juste appeler les API qui vont utiliser ce modèle-là. Mais en fait, Gemini Nano, ça ne marche pas tout seul. Ça repose sur Android AI Core, qui est en fait, c'est en fait le service système au niveau de l'OS. Donc voilà, c'est Android qui contient ça, donc qui est au cœur vraiment d'Android et qui va faire le pont du coup entre Gemini Nano et nos applications. Donc l'application, non, mon application ou votre application, elle ne va pas appeler directement Gemini Nano, elle va utiliser les API de AI Core pour utiliser, qui va, elle, choisir, est-ce que je vais, pour cette demande, ça sera plutôt je vais utiliser le CPU, GPU ou NPU pour les téléphones qui en ont, et faire le lien également avec Gemini Nano. Ensuite, on a Gemma. Gemma, c'est une famille de modèles. Ce n'est pas un modèle, c'est toute une famille de modèles à poids ouvert. C'est ce qu'on appelle poids ouvert. Ce sont des modèles ouverts. Ce sont des modèles qui ont été développés par Google, utilisant les mêmes technologies qui sont utilisées pour Gemini. Les désavantages quand on utilise le Gemini normal, entre guillemets, le classique, qui est celui où on va faire un appel API, etc., c'est que déjà, certes, il est très puissant, mais pour le customiser, il faut utiliser un outillage ou autre. Gemma, en fait, non seulement on peut utiliser des variantes de Gemma, mais on peut aussi se baser sur Gemma pour faire du fine-tuning, pour faire de la customisation. On va voir ça à la toute fin. Mais déjà, je vais vous parler aujourd'hui de 4 modèles qui fonctionnent bien sur Android. Donc déjà Gemma 3, qui est la dernière, il y a eu Gemma 1, 2, là on en est à la 3e génération. Donc là c'est le modèle classique entre guillemets, qui est le Gemma 3, qui contient plusieurs variantes aussi, avec plusieurs tailles de modèles. Et là, surtout les plus petits, ils peuvent fonctionner bien sur Android, sur mobile, parce qu'ils sont assez petits pour être... On va voir après, à la toute fin, la taille et les specs qu'il faut pour faire tourner ces modèles-là en local. Mais il y a aussi Gemma 3N, 3N qui est le tout dernier, la toute dernière version de Gemma qui a été faite, et du coup qui est vraiment optimisée pour le mobile. Donc là, on va voir aussi en détail quelles sont les recommandations matérielles pour ça. Et ils sont tous les deux multimodaux aussi. Tous les Gemma 3, ils sont multimodaux, donc font de l'audio, de l'image, ainsi aussi, bien sûr, du texte prompting classique. Après, il y a Function Gemma aussi, qui est utilisé pour faire du function calling, que j'ai présenté juste avant, et Ebendi Gemma, qui est utilisé pour le RAG, aussi pour enrichir votre modèle. Ensuite, il y a MediaPipe, notamment avec MediaPipe Tasks. Donc, MediaPipe Tasks, c'est une suite, c'est vraiment un ensemble de librairies qui sont là pour faciliter l'intégration des modèles locaux, pour intégrer des modèles locaux dans nos applications. Et il y a notamment la solution, donc il y a plein de solutions de reconnaissance d'images, reconnaissance d'audio, etc. Mais il y a celle-ci qui est que je illustre ici aujourd'hui. C'est celle de Inference LLM. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut notamment utiliser Gemma. Par exemple, sur une application, on va utiliser la MediaPipe Task qui va faire l'inférence avec LLM.
Et en fait, il n'y a pas besoin de se dire, ah non, même si avec Gemini Nano, il y a une API Android pour ça, pour utiliser Gemma, sur Android ou sur mobile de manière générale, il faut un setup. Il faut un setup, il faut brancher tout ce qu'il faut brancher. Il y a plein de choses très complexes qu'il faut mettre en place. Et en fait, l'idée derrière MediaPipe Tasks pour l'inférence LLM, c'est de simplifier tout ça, mettre ça dans quelque chose dans une librairie utilisable par n'importe quelle application et nous permettre d'utiliser Gemma, par exemple, dans nos applications, qu'elles soient Android, iOS ou web. Ensuite, Lighter-T. Donc Lighter-T, c'est pour ceux qui ont connu TensorFlow Lite. En fait, c'est le nouveau nom de TensorFlow Lite. C'est le framework qui va exécuter justement tous ces modèles ML au niveau du GPU, au niveau matériel, que ce soit CPU, GPU, NPU. Et en fait, MediaPipe Tasks repose sur Lighter-T pour faire tourner des LLM en local. Et en fait, une des causes du renommage, du rebranding de Lighter-T, de TensorFlow Lite en Lighter-T, c'est qu'avant, ça tenait en compte que les fichiers TensorFlow, mais aujourd'hui, ça supporte aussi des fichiers PyTorch et JAX. Et donc, pour que les gens n'aient pas l'impression que ça supporte que les fichiers TensorFlow, ils ont décidé de renommer pour rendre ça un peu plus clair. Après, c'est pas vraiment une solution, mais c'est plutôt une application, là pour le coup. C'est une application vitrine que je vous encourage fortement à télécharger si ce n'est pas le cas. C'est la Google AI Edge Gallery. En fait, c'est une appli qui nous permet de vraiment de voir ce que ça donne, tous ces modèles-là en local sur notre téléphone et voir les capacités et voir si ça sera utilisable ou pas sur mon application. Ce qui est très cool, c'est que derrière, ça utilise, je crois, un MediaPipe Tasks avec tout le setup qui est déjà fait en plus. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire. C'est une application qui est sur le store. C'est sur GitHub, elle est open source. Et en fait, on peut faire du chat, on peut faire de la description d'images, on peut jouer avec tous les paramètres possibles quand on joue avec des modèles IA. Et donc, c'est à la fois une appli vitrine pour Google pour qu'ils se montrent, ah non, regardez, on a tous ces modèles locaux, vous pouvez jouer avec, vous pouvez intégrer dans vos propres applications. Mais ça permet aussi de se projeter. Et c'est un playground, quoi. C'est vraiment un bac à sable pour qu'on puisse tester tout ça. Donc c'est très, très, très cool et du coup fait par les équipes de Google et donc je vous recommande aussi. Voilà. Donc déjà dans le monde Made by Google, il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires les unes avec les autres, quelques-unes. Mais vraiment en fonction du besoin qu'on a, il y a sûrement une solution plus adaptée qu'une autre. Donc juste un Gemini Nano, c'est le modèle qui va tourner directement sur les devices. Donc là pour le coup c'est vraiment du spécifique Android parce que c'est quelque chose qui est dans l'OS et du coup qui va avec le Android AI Core qui est l'orchestrateur, un peu le service au niveau de l'OS. Gemma, ce sont plein de modèles qui peuvent être utilisés, téléchargeables, qui peuvent être utilisés en local. Après Gemma, je ne sais pas du non plus, mais comme c'est littéralement un fichier, c'est un fichier. Et du coup, ça peut tourner à peu près sur n'importe quel système. Donc ça peut tourner bien sûr sur mobile, mais bien sûr, on peut le hoster nous-mêmes sur une IA locale, sur un serveur dédié. Si on a envie, on peut faire plein de choses avec, mais c'est bien sûr très adapté pour le mobile aussi, surtout les modèles plus petits. Voilà, une solution plus orientée intégration app, qui est MediaPipe Tasks. Donc Lighter-T, qui est vraiment la couche plus bas niveau pour intégrer des modèles. Et une application qui va montrer comment tout ça fonctionne et nous permettre de jouer avec des paramètres pour tester d'autres choses plus intéressantes ou pour customiser.
Voilà, mais comme j'ai dit, bah, même s'il y a beaucoup de choses, et je pense qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'IA locale sur Android de manière un peu plus industrialisée ou plus professionnelle, il y a de fortes chances qu'on se base sur une solution made by Google. Après, il y a des modèles, je n'ai pas fait un focus sur les modèles ici, il y a plein d'autres modèles. J'aurais pu parler des modèles petits qui peuvent fonctionner, mais après, j'aurais pris peut-être trop de temps à vraiment identifier quels sont les modèles qui fonctionnent bien sur mobile. Mais sachez qu'il y a plein de modèles, mais je vais vous montrer aujourd'hui plutôt des applications qui, elles, vous allez voir, dans les applications, elles proposent déjà des modèles qui fonctionnent bien sur mobile. Et comme les modèles, bah, il y en a des nouveaux toutes les semaines, surtout quand on peut customiser nous-mêmes, quand on fait du local, c'est souvent des modèles open, donc des modèles ouverts. Donc là, j'ai fait un panorama un peu plus poussé sur les solutions Google. Mais là, je vais vous parler de quelques applications en fait qu'on peut utiliser sur Android. Donc déjà, il y a Termux. Termux qui permet de simuler un environnement Linux sur un Android et sur lequel on peut installer Ollama. Et Ollama, pareil, c'est tout un monde à part des solutions possibles. Mais en fait, c'est plus utilisé dans le desktop. En fait, c'est une solution qui permet de faire tourner des modèles en local. Voilà, toute faite. Et il y a une grande communauté derrière, surtout pour la partie desktop, mais il y a pas mal de solutions aussi. Si vous cherchez Ollama Android, vous allez trouver des applications, etc., des gens qui utilisent ça. Et voilà, et du coup, on peut installer Ollama sur notre device Android et, par exemple, faire tourner Gemma de B. Et du coup, on aura Gemma qui va tourner avec Ollama parce que Ollama, c'est juste l'infra en local qui permet de faire tourner des modèles en local. Et donc là, c'est plutôt pour les personnes qui veulent vraiment une interaction plus comme c'était vraiment un terminal sur son téléphone. Après, je vais parler de deux applications que j'ai vues, où j'ai vu beaucoup vraiment des personnes qui s'intéressent et qui utilisent. Je les ai téléchargées, j'ai testé juste un peu. Mais juste pour que vous sachiez, il y a PocketPal AI, vous pouvez trouver ça, chercher sur le store. Pareil, hein, ça permet de... Et là, pour le coup, c'est une application peut-être un peu plus friendly, qui permet de télécharger des modèles, les faire tourner en local. Et là, ce qu'ils mettent en avant, c'est ce qu'ils appellent les VLM aussi, c'est ce qu'ils appellent les Vision Language Model, pour faire de l'analyse d'image aussi, à l'image de ce que Gemma peut faire par exemple sur Google AI Edge Gallery. Il y a d'autres modèles qui existent et qui peuvent faire ça aussi. Et donc, vous pouvez utiliser PocketPal AI. Et si vous voulez explorer aussi d'autres modèles qui ne sont pas Gemma ou autres, vous pouvez utiliser cette application-là. Mais aussi celle-ci, qui s'appelle Anything LLM. Le grand différentiel de cette app-là, je l'ai testé tout à l'heure, ça fonctionnait vraiment super bien. C'est que non seulement en fait, ça permet de télécharger des modèles qui tournent en local, mais ça fait du RAG. Voilà, donc on peut envoyer un PDF à nous, des fichiers à nous pour enrichir les modèles qu'on télécharge au début. Mais ça peut notamment interagir avec des données de mon téléphone, notamment là par exemple l'agenda local, je l'ai fait tout à l'heure. Et je veux croire, je sais qu'il n'a pas utilisé Internet parce que j'avais coupé Internet. En fait, il suffit de donner accès au calendrier, vous savez, avec la petite dialogue de permission. L'application souhaite avoir accès à votre calendrier. Donc là, vous dites autoriser. Et ça accède du coup aussi à votre agenda. Et c'est votre modèle en local qui va par exemple, dire est-ce que j'ai un meeting aujourd'hui, c'est quoi mes meetings aujourd'hui ou demain, la semaine prochaine, etc. Et tout ça se passe en local, complètement isolé, complètement protégé. Donc ça, c'est super intéressant.
Voilà, donc là, on va finir avec une petite exposition de compatibilité matérielle. J'ai voulu parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu de gens, il y a beaucoup de gens qui font justement de contenu à propos des IA locales. Donc ça paraît vraiment super cool. On dit mais c'est très puissant et regardez tout ce qu'on peut faire, c'est magique, c'est génial. En fait, tout ça, c'est très beau, mais est-ce que sur mon device d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ou un device d'aujourd'hui, mais qui n'a pas 16 Go de RAM, parce qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui ont 16 Go de RAM, ou 12, ou 8, voilà. Comment ça marche? Est-ce que ça va bien marcher? Et est-ce que déjà, ça marche tout court? Et est-ce que c'est acceptable? Et donc, j'ai voulu vous exposer ça un peu aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour Gemini Nano. Gemini Nano, en fait, c'est quelque chose qui vient avec l'OS. Et donc là, il n'y a pas trop de choix. Il faut que votre téléphone, il faut que votre modèle supporte Gemini Nano. Et non seulement Gemini Nano, il y a aussi une différenciation par des API. Parce que là, vous voyez les API de summarization, proofreading, rewriting, image description. Voilà, elles sont disponibles. Donc là, j'ai pris le screenshot aujourd'hui. Donc là, ce sont exactement ces appareils-là qui peuvent faire ces services-là avec Gemini Nano. Donc voilà, tout ça. Franchement, c'est déjà pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de constructeurs. Déjà, tous les grands constructeurs sont ici. Et par contre, j'ai pas fait toutes les specs de tous les téléphones, mais ils sont forcément tous assez récents. Donc là, ils ont tous, je crois, au moins maximum 2 ans, voilà, 2 ans d'ancienneté, quoi. Et je crois qu'ici, il y a plutôt du haut de gamme. Voilà, donc rien que sur le Samsung qu'on connaît bien, il y a le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. Et on sait très bien qu'il y a au moins une dizaine d'autres, enfin j'exagère peut-être, mais il y a plein d'autres variantes de S25 qui ne sont pas ici. Parce que justement, peut-être le matériel n'est pas compatible. Donc, à avoir en tête, non seulement. Donc, le grand avantage, encore une fois, de Gemini Nano, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, de se dire ah non, c'est tel modèle, c'est telle chose. Il faut le setup initial de téléchargement du modèle qu'on veut utiliser. Gemini Nano, non, c'est embarqué dans l'OS. C'est quelque chose qui vient avec l'OS. Mais le gros désavantage, c'est que si vos utilisateurs ne sont pas dedans, vous ne pouvez pas proposer ces services-là à eux. Après, bon, et après, au runtime, je crois que vous pouvez vérifier. Voilà, c'est Gemini Nano disponible, donc on peut même s'imaginer une espèce d'arbre de décision qui va, si jamais il est disponible, on peut utiliser Gemini Nano et pas besoin de télécharger un modèle pour donner des fonctionnalités d'IA. Et il y a l'API de prompt, donc celle de chat, où on va écrire des choses sur un chat, qui est disponible sur ces devices-là. Et ici, ils ne font pas la différence, mais il y a eu la version 1 de Nano, que je pense que tous les gens qui étaient sur 1 ont été upgradés vers 2. Mais forcément, ça vient avec l'OS, mais c'est aussi versionné. Donc, il y a Nano V2 et Nano V3. Mais pareil, on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Mais sachez que voilà, il y a aussi des sous-branches dans ce monde-là aussi. Et du coup, là, on voit quelle version de Nano on a sur quel type de device. Je n'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait que ça plus ça ne soit pas égal à ça. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait un device qui soit que ici dans API Prompt et pas ici. Ensuite, Gemma. Gemma, comme promis, voilà, je vais rentrer un peu plus dans le détail des specs nécessaires pour faire tourner ces modèles-là. Donc, déjà dans le monde Gemma 3, donc il y a
1 milliard de paramètres, 4 milliards de paramètres, 12 et 27 milliards de paramètres pour ce modèle-là. Parce que c'est pareil, des modèles. Et bien sûr, hein, là, vous aurez compris, ça va avec le chiffre qui nomme la sous-variante de Gemma. Mais plus ces chiffres-là est grand, donc plus de paramètres ont été utilisés pour entraîner ce modèle, plus ce modèle sera puissant, plus il sera intéressant, il sera rapide, il sera cohérent, etc. Et donc pour la version 1B, donc 1 milliard de paramètres, il faut 800 mégaoctets de RAM, mais il recommande quand même 4 Go. Mais la grande majorité de téléphones ont déjà ça. Pour la 4B, donc la 4B, il faut 3,2 Go que pour loader, parce que oui, ce que je n'ai pas dit non plus, désolé, mais ces modèles-là, ils sont loadés en mémoire, quoi, en GPU. Donc c'est pour ça qu'on regarde beaucoup cette spec-là. Donc là, il y a besoin de 3 Go. Voilà, et donc la recommandation, c'est 8 gigaoctets de RAM. Ici, j'ai rayé bien sûr les versions 12B et 27B parce qu'il faut vraiment beaucoup trop de gigas de RAM et sur mobile, ça n'existe juste pas. Et même sur desktop, c'est assez énorme comme spec. Ensuite, embedding Gemma pour faire du RAG, il n'y a pas beaucoup. Voilà, 300 mégas, c'est bon. Après, les modèles 3N, donc ceux qui ont été spécialisés vraiment pour le mobile. Donc il y a cette version-là qui est incroyable, c'est la 270 millions, qui est accessible vraiment au plus grand nombre. Voilà, je pense que des devices très vieux et qui ont des specs vraiment très basses peuvent faire tourner Gemma 3N 270 millions. Mais pareil, hein, comme la même explication que j'ai donnée ici est valable pour 3N. Je pense que l'équivalent, je n'ai pas les benchmarks en tête, mais 3N, même si voilà, ce chiffre-là donne les paramètres qui ont été utilisés pour entraîner, je crois qu'il est à peu près équivalent au 1B, côté performance, quoi, côté benchmark. Donc avec beaucoup moins de paramètres et du coup avec beaucoup moins de requirements, quoi, de RAM requise pour faire tourner ce modèle. En fait, on peut avoir des résultats équivalents au Gemma 3 1B. Ensuite, il y a le 2B, où là, il faut, voilà, la recommandation c'est 8 Go de RAM. Et le 4B, 16 Go de RAM. Voilà, aujourd'hui, il y a des téléphones qui ont ça. Donc la recommandation c'est ça. Ça tourne sur 8 Go, mais ça rame un peu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction de votre téléphone, et j'ai pas mis ici non plus NPU parce que il y a des modèles qui sont, comme on parle vraiment de local, hein, donc c'est vraiment le matériel qui va faire tourner ces modèles-là. Donc ils peuvent tourner soit sur CPU, GPU ou NPU, mais NPU ou TPU, hein, voilà encore un autre nom. NPU, TPU qui sont vraiment des puces qui sont dédiées pour des choses comme le machine learning, mais ça peut tourner aussi sur GPU et CPU. Ok, très cool, voilà, j'ai donné plein de chiffres, mais dans la vraie vie, avec mon téléphone, voilà, quels sont les résultats et quelle est l'expérience. Et donc, je trouve que en tant que dev Android et en tant qu'utilisatrice Android depuis longtemps, j'ai beaucoup de devices. J'ai beaucoup de devices, bon, que j'achète pas de téléphone tous les ans, hein, et j'ai beaucoup de devices à la maison, mais et surtout j'ai un Pixel 3. J'ai pas tous les devices, hein, j'ai pas tous les pixels, j'ai pas, voilà, n'imaginez pas, ne pensez pas juste parce que j'aime beaucoup Android et que je fais beaucoup d'Android que je vais acheter tous les pixels tous les ans, non, c'est pas le cas. Mais il se trouve que j'ai utilisé le Pixel 3 et j'ai à la maison, j'ai le Pixel 6 et voilà, il y a quelqu'un que je connais qui a le Pixel 9a, c'est même pas le mien que j'ai utilisé. Mais du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal parce que là, en plus, ça fait voilà, 3, 6, 9, donc plus 3 à chaque fois.
Et donc, je vais essayer de comparer, je vais essayer de faire tourner des choses en local et vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Et du coup, le Pixel 3, pour rappel, hein, ça a été lancé en 2018, donc il y a 8 ans. Il n'a pas été lancé avec Android 12, mais il va jusqu'à Android 12. Il a 4 Go de RAM, donc assez limité. Et il y a la 7 puce là, ce chipset-là. Donc Pixel 6, donc 2021, il a Android 16, il a toujours la dernière version. Et par contre, il a 8 Go de RAM, donc le double. Et c'était la première, je crois que c'est le premier téléphone qui avait une puce Google Tensor. Donc vraiment les puces Google. Et d'ailleurs, si vous cherchez un peu de doc sur Internet, etc., c'est vraiment, en général, hein, quand on fait des choses en local, c'est les specs minimum que Google donne. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du Pixel 6. Parce que c'est en gros, c'est quand ils ont sorti Google Tensor. Et on a aussi le Pixel 9a, du coup sorti en 2025, Android 16, et qui a aussi par contre 8 Go de RAM. Et donc, ça aurait été intéressant de peut-être le 9, je ne sais plus s'il a 12 Go. Mais c'est possible. Et là, on aurait peut-être vu plus de différence. Mais bon, c'est ce que j'avais à portée de main. C'était le 9A. Et donc, il y a la même RAM que le Pixel 6. Ce qui est assez intéressant quand même. Hein. 3 années de différence. Et c'est toujours au 8 Go de RAM. Parce que c'est la version A quand même. Mais par contre, il a le Google Tensor G4. Voilà, donc la version, bien sûr, mise à jour du chipset Google. Et voilà, donc j'ai fait des tests et du coup ici avec ces screenshots, vous allez voir les différences. C'est peut-être trop petit, surtout sur vos écrans. Mais en gros là, les screenshots que je vous montre, ce sont des screenshots de Google AI Edge Gallery, donc l'application, la fameuse application que je vous encourage tous à télécharger parce qu'elle est vraiment très cool et ça permet de tester plein de choses. Ici, nous sommes dans la partie Ask Image, donc dans la partie description d'image. Donc, ce que j'ai fait la même photo. Donc, la photo, on ne voit pas surtout les screenshots, mais c'est celle-ci, hein, c'est la photo d'un MacBook. Et à chaque fois, je demande juste « What is this ?» Voilà, qu'est-ce que c'est? Et voilà, et il répond tout en local. Hein, il fait l'analyse d'image et il me répond en local avec des réponses très précises à chaque fois et très descriptives. Si vous allez jouer avec, et vous voyez le modèle d'ailleurs, c'est Gemma 3N 2B, ok, qui est utilisé sur les 3. Et de tous les tests que j'ai fait avec Gemma, en général, quand c'est pas ce qu'on fait, hein, on prend une photo, on demande qu'est-ce qu'il y a sur la photo, qu'est-ce que c'est. Les descriptions sont assez longues, comme vous pouvez voir. Il essaye de rentrer dans les détails. Non seulement il dit, ok, c'est un ordinateur, ça aurait pu s'arrêter là, hein. Mais non, c'est un ordinateur. Et en fait, je vois quelque chose qui ressemble à un éditeur de code, peut-être Xcode. Voilà, ils ont tous dit un IDE. Lui, voilà, likely Xcode ou un autre IDE, alors que c'était même pas vrai. Hein, c'est GitHub qui a ouvert ici. Certes, il y a du code, mais c'est GitHub. C'est une page GitHub. Et non seulement ça, mais il rentre dans les détails. Xcode, qui est un IDE d'Apple utilisé de manière primaire pour faire du développement de technologie Apple, macOS, blablabla. Voilà, ça donne plein de détails. Il est assez bavard, hein, des détails que je n'ai pas demandé, mais bon. Et après, on voit un peu aussi même si c'est le même modèle, ça n'a pas réagi de la même façon alors que les photos étaient similaires. Mais bon, c'est à peu près, voilà, c'est voilà, une réponse M, S et L peut-être ici. Mais ça, même s'il y a des différences, ce n'est pas non plus 10 fois plus de texte, vous voyez. C'est quand même assez équivalent. Par contre, là où je veux attirer votre attention, c'est ça. Ces chiffres qu'il a tout en bas, si votre écran est petit, désolé, mais sur le Pixel 3, ça a mis 12 minutes à me faire cette réponse. Donc, j'ai dit « What is this ?» et j'ai laissé le téléphone faire son travail et c'était vraiment, déjà ça a mouliné pendant 1-2 minutes, je pense, et ça m'a généré mot par mot
très lentement, mais il a fini par me donner toute la réponse qui était correcte. Sur Pixel 6, ça a mis 33 secondes et sur Pixel 9, 37 secondes. Donc équivalent. Mais il a écrit plus de texte. Donc on peut se dire que la quantité de tokens générés était plus grande, donc la vitesse de réponse était plus rapide sur le Pixel 9a, donc c'est ce qu'on s'attend. Ensuite, j'ai testé aussi le Scribe Audio Scribe. Et en fait, je me suis enregistrée en français. En plus, j'ai utilisé en français celui-là. Et j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est 7 secondes. 6 secondes. On peut, quand on va utiliser cette fonctionnalité-là avec l'application Galerie, c'est 30 secondes max d'audio. Et donc voilà, n'essayez pas de vous dire, ne me présentez pas que vous allez transcrire un talk complètement en mode hors ligne, voilà, avec un modèle comme ça. Non, voilà, là c'est 30 secondes maximum. Donc là, j'aurais dû mettre ici, mais j'ai dit je me suis enregistrée dans l'application et j'ai dit oui, ma couleur préférée est le vert et j'aime le football et j'aime je sais pas quoi. Voilà, j'ai pas juste dit une chose, j'ai dit 3 choses et du coup j'ai posé une question par rapport à ce que j'ai dit, voilà, quelle est sa couleur préférée. Et du coup, voilà, elle dit la couleur préférée est verte ou est le vert. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur le Pixel 3, ça a mis 3 minutes presque, alors que sur le Pixel 6, 10 et sur le Pixel 9a, 16. Le fichier audio était un peu plus grand aussi, parce qu'à chaque fois, je me suis enregistrée. Et donc, on peut dire que c'est équivalent à peu près. Alors que là, c'était un modèle sur CPU, alors que ce CPU-là, il est beaucoup plus performant. Mais bon, on peut se dire que c'est équivalent. Voilà. Et là, la grosse différence, c'est vraiment le Pixel 3. Mais par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que même avec 4 Go de RAM, et donc là, vous voyez, avec le modèle 3N, ça a mis beaucoup de temps, oui, mais ça m'a donné un résultat. Est-ce qu'il y a des cas d'usage où ça peut avoir du sens? Peut-être pas. Mais c'est quand même cool de voir que c'est possible avec un téléphone d'il y a littéralement 8 ans. Un téléphone de 2018. Celui-ci. Alors, 3 résultats différents. Et qu'est-ce que c'est? C'est le chat. C'est le chat. Donc, c'est juste, j'écris du texte et le modèle va me donner du texte. Donc, c'est pour chatter, c'est pour poser des questions, c'est pour dire des choses. C'est pour dire, génère-moi une blague, génère-moi ci, génère-moi ça. Voilà. Donc, ça, c'est le chat. Pour celui-là, j'ai utilisé GMAT 3 1B. Et parce que à chaque fois, j'ai utilisé le modèle qui était recommandé pour la tâche associée. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce modèle. Donc, pour les autres, c'était GMAT 3N 2B. Celui-ci aussi. Mais pour lui, c'était GMAT 3 1B. Donc, sur le Pixel 3, j'ai quand même voulu faire l'expérience. Il m'a mis des warnings. Il m'avait mis le même warning sur les 2 autres, mais il a quand même réussi à le faire. Et là, il m'a dit, attention, voilà, c'est un modèle très gros, ça va peut-être faire cracher l'application, ça ne va pas fonctionner ou ça va être très lent. Et j'ai mis, non, c'est pour la science, donc je veux y aller. Et ça a craché. Ça a craché le modèle où il a essayé de loader le modèle en mémoire. Ça a mis du temps et ça a fini par cracher. Donc sur Pixel 3, je n'ai pas pu faire ce test-là. Mais sur Pixel 6, oui. Et je vais vous dire juste après ce que j'ai demandé. Vous avez déjà des indices ici. Sur Pixel 9a, j'ai essayé plein de fois, mais à chaque fois, il a fini par faire ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce phénomène-là. Il génère un mot ou 2 mots, l'espoir, et il boucle à l'infini. Et j'ai essayé de dire non, n'utilise pas le mot espoir. J'ai dit, il y a peut-être un truc avec le mot espoir, j'en sais rien.
Il l'a bouclé sur un autre mot. Et après, j'ai dit non, d'accord, ok, c'est bon. Et j'ai essayé plein de fois. J'ai essayé plein de fois. Et c'est le même prompt. Le même prompt. Je vais vous dire, parce que c'est peut-être déjà évident, je lui ai demandé, écris un poème sur les pays d'Afrique francophone. Voilà, c'était ça mon prompt. Et le Pixel 6 a réussi en 19 secondes. Voilà, un poème. Et le Pixel 9a, il a bouclé sur ça, quoi. Sur l'espoir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça, mais techniquement, je ne sais pas ce que c'est. Mais il a bouclé, du coup j'ai dit ok, d'accord, je coupe et tant pis, voilà. Et voici le résultat. Voilà, donc un poème sur les pays d'Afrique francophone. Je ne vais pas le réciter, mais je partage avec vous. J'espère qu'il n'y a pas de bêtises dedans. Mais on pourra prendre le temps de le lire ensemble juste après si vous voulez. Mais voilà, c'est beau, non? Voilà, un modèle en local qui peut m'écrire un poème sur les pays d'Afrique francophone. Voilà, donc j'ai vraiment voulu prendre le temps pour vous montrer, voilà, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça peut donner sur des devices avec des specs différentes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Et là, j'ai encore juste 2 points pour finaliser. C'est pour aller un peu plus loin. Il y a 2 points. Le premier, c'est, certes, on peut faire du local, mais il y a pas mal de gens qui réfléchissent à des stratégies hybrides, c'est-à-dire, je peux, en fonction des cas d'usage, je peux démarrer en local, je peux me dire, ah non, sur ce parcours utilisateur-là, peut-être que le local peut fonctionner. Et donc, on va commencer sur le local. Mais pour une raison X, Y, ou sur une partie plus profonde dans le cas d'usage, ou sur une autre partie dans l'application, on va se dire non, là, c'est quelque chose qui ne va pas bien fonctionner en local. Donc, on va utiliser un modèle sur le cloud. Et voilà, mais il y a vraiment, il y a des personnes qui pensent vraiment à ce type-là, et je pense que ça a beaucoup de sens. Et pourquoi pas se dire, donner comme un vrai avantage de votre application, c'est voilà, on fait de l'IA, mais on fait de l'IA 100% local, sécurisé, etc. Donc là, pour vos utilisateurs qui ont peut-être un peu peur d'utiliser l'IA parce que ça va tourner sur des serveurs de ChatGPT, de OpenAI ou de Google, peu importe, vous allez leur rendre service en faisant tourner des choses en local qui seront certes moins puissantes que celles qui tournent sur le cloud. Là, on ne va pas se mentir, le trade-off, l'équilibre, ce qu'il faut laisser de côté un peu, c'est bien sûr la qualité des réponses qui ne sera pas la qualité ne sera pas la même que celle d'un Gemini 3 en Pro par exemple. Mais pour plein cas d'usage, ça peut être suffisant. Vous voyez? Et pour finir, un truc un peu plus, juste pour finir sur un truc bien complexe, mais juste pour que vous sachiez, en fait, 2 techniques d'optimisation qui nous permettent de faire tourner tous ces modèles en local. Le premier, c'est la quantification ou quantization en anglais. C'est tout simplement la méthode qui permet de compresser un grand modèle en quelque chose qui va être plus petit et qui pourra tourner sur un matériel plus contraint. Et LoRa. Ça permet de spécialiser un modèle. Ça permet de spécialiser un modèle en donnant des poids, des weights, des poids qui vont peut-être cibler quelque chose de plus précis. Et LoRa permet également non seulement ça a déjà été utilisé, par exemple sur un Gemma, sur un Qwen, sur un Light LLM, etc. pour faire en sorte que ça fonctionne sur un matériel beaucoup plus contraint. Mais aussi, si ça vous intéresse, ça permet aussi de customiser, de se dire « Ah non, je veux fine-tuner ou je veux customiser mon modèle pour que ça puisse tourner pour que ça puisse être utilisé pour mes données à moi, pour mon cas d'utilisation, pour mes images à moi, par exemple, pour mes documents à moi. » Vous pouvez utiliser RAG, certes, mais
il est utilisé au runtime, entre guillemets, hein, alors que là, vous pouvez entraîner un modèle déjà qui sera déjà prêt à utilisation avec votre spécialisation. Donc voilà, ça c'est juste un peu une ouverture sur ces deux méthodes-là. Et voilà, avec ça, j'ai fini. Je vous remercie. N'hésitez pas, encore une fois, de rester en contact, de m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Et voilà, encore une fois, rester en contact. Et voilà. Ok, cool. Merci Hélène pour cette présentation, cet état des lieux, si je peux appeler ça de l'écosystème de l'IA sur le mobile. Donc, personnellement, si j'ai retenu trois choses essentielles, la première que moi j'ai retenue, c'est que tout dépend du device. Ouais. Et ça, moi, par exemple, j'utilise un S23, donc ça veut dire que je suis éliminé sur beaucoup de points parce que j'ai vu que sur Android, les Galaxy, c'est Pour le Millennium, S25. non, non. Ok, parce que j'ai vu que c'était le Galaxy S25 qui était cité dans le... Oui, pour Nano, et Ouais. je crois que ça commence au S25, ouais. Ok, donc malgré que nous avons des téléphones qui sont performants, donc on peut pas Oh, mais bénéficier de... Gemma, tu peux faire tourner. Bah, là, tu vois, Gemma, j'ai fait tourner sur mon Pixel 3, hein. Ok. Pixel 3, c'est quand il y avait le 3, le S18, je sais pas. Oui, oui, S18, parce que c'est l'année, non? C'est l'année de sortie Mhm. Oui, le S. sur le S18, tu vois, c'est l'équivalent du S18. Et ça Ok. tourne, hein. C'est lent, c'est méga lent, oui. Mais du coup, tu as le S23. Le S23, c'est l'équivalent du Pixel 8. Non, c'est l'année du Pixel 8, je crois. C'est 2023. Donc, du Ouais, coup, je crois. je Pixel 8. sais pas. Donc, ça Ouais, fait 3 ans déjà. ouais, mais sur Pixel 6, et je suppose que le S23, il est. Pour moi, le Pixel 6, il est au même niveau que le S21. Ok. Et franchement, ça passe. Ok. Pas méga ouf, voilà, pas pour tout, mais je t'encourage. Moi, je trouve que j'ai plein de pixels, j'ai plein de Samsung. Et, mais c'est l'équivalent. Pour moi, le Pixel 6, c'est l'équivalent du S21, hein. Et c'est la vraie recommandation. Je crois que j'ai déjà vu plein de docs où ils disent ah non, vous voulez faire du local, essayez Pixel 6 ou plus. Et donc, la génération du S21 ou plus récent. Ok. Et puis, la deuxième chose que j'ai remarqué également, c'est le temps de latence. Mais ça, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Ça, c'est lié un peu aussi à la puissance du device, quoi. Ouais. Ok, cool. Ezekiel, je Ouais, sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on ouais, passe la main pour les ouais, questions. ouais, justement, c'est moi mon point, c'est que euh, c'est un sujet qui doit beaucoup nous intéresser, nous en tant déjà qu'Africains, parce que souvent dans les milieux ruraux, il n'y a pas de bonne qualité de connexion et il n'y a pas assez d'équipement. Donc du coup, c'est plus dans le domaine médical, parce que déjà dans les milieux ruraux, il n'y a pas assez d'équipement dans les centres de santé. Donc avoir la possibilité de développer soi-même un modèle qui peut tourner sur les devices. La question que je voulais poser, c'est, là, on a vu les modèles de Google. Est-ce qu'il y a moyen, si toi-même tu développes ton propre modèle, est-ce qu'il y a moyen de le faire tourner en local, comme le fait tourner Google et l'utiliser de façon Ah, c'est moi ou c'est vous? Oui, je pense qu'on a perdu Ah Ezekiel. mince. Mais je crois que j'ai eu. Ah, natif, un LLM qui permet oh, d'analyser des... retour. Désolé. Ah, on t'a perdu, Ouais, si je fais un Ezekiel. LLM qui me permet d'analyser... Ouais. Ah non, c'est bon, je suis Mais revenu. je pense Ah, que ok. j'ai eu l'idée Ah, ok. de ta question. Donc, du coup, On t'a perdu à un moment. Ouais, vas-y. ouais. Donc, du coup, si on a un LLM qui permet d'analyser les images de radio, parce que généralement, dans les points reculés, il n'y a pas trop de spécialistes dans ce genre de domaine pour vraiment aller plus vite dans le traitement des soucis de santé. Donc, si on a un LLM qui peut tourner en local et qui peut aller prendre des images de scanner et qui peut dire déjà envoyer des informations concernant, OK, il faut faire attention faut voir tel point précisément, c'est-à-dire aider les médecins à prendre des décisions sans pour autant être un spécialiste
du domaine. Surtout que dans le coin, il n'y a pas toujours des spécialistes de différents domaines au niveau de la santé. Yes. Alors, dans le domaine médical, ça a énormément d'intérêt. Là, je vais parler de Google encore, hein, parce que c'est ce que je connais bien. Il y a même une version de Gemma qui a été faite pour les données médicales, qui s'appelle MedGemma. Et je crois qu'il y a même des hackathons qui ont été faits. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait une application iPhone qui utilise MedGemma et qui permet, c'est pas pour la radio, hein, mais ça permet de, tu prends une photo. Tu prends une photo de ta peau. Par exemple, c'est pour des suspicions de cancer de peau. Donc, tu as un petit grain de beauté et tu dis, ah non, est-ce que c'est grave ou pas? Voilà. Et ça utilise voilà. Et donc, encore une fois, c'est pas pour de la radio, mais je sais que c'est possible de faire une analyse d'image avec Gemma. Et dans le domaine de la santé. Donc là, j'ai vu une démo, hein, c'est sur YouTube, je pourrais même vous partager la vidéo après. Mais voilà, ça utilise ça. Je crois qu'il a peut-être... Mais si, il montre ça en plus. Il a entraîné... Enfin, là, tu as dit un modèle à moi. Si tu as un modèle à toi, il faut que ça soit juste dans le bon format et que ça puisse se tourner sur sur un infra, entre guillemets. Donc, ça soit dans le modèle, par exemple, Light-RT, par exemple, qui va tourner sur TensorFlow, etc. Parce que tu vas potentiellement utiliser MediaPipe Tasks, etc. Et donc, le format Light-RT et même d'autres formats sont pris en compte, mais les formats les plus classiques du monde machine learning, ils sont pris en compte, hein, de toute façon, par MediaPipe et TensorFlow. Donc, PyTorch, TensorFlow Lite et Max. Donc, si ton modèle tourne déjà, c'est un modèle qui fait de l'analyse peut-être de voilà, trucs et qui fonctionne bien avec tes données, etc. Très bien. Mais bon, je ne sais pas si c'est ton cas ou si tu connais des personnes, mais c'est très difficile, hein, d'entraîner des modèles comme ça. Tout l'intérêt, je crois, de MedGemma, c'est qu'il y a déjà une base pour le médical. Je ne sais pas si ça a déjà été entraîné sur des... Parce que c'est très, très dur, hein, de trouver des données médicales pour entraîner un modèle spécifique pour ça. Mais on peut utiliser, et je ne crois pas qu'il y a des banques de données ouvertes, voilà, des images de radio pour entraîner des modèles. Mais si jamais on est dans un contexte où on a assez d'images pour entraîner ou utiliser, ou par exemple se baser déjà sur MedGemma, par exemple, et entraîner derrière avec des images à nous, on peut utiliser MedGemma ou autre. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, la difficulté, c'est déjà avoir peut-être un appareil ou au moins du niveau du Pixel 6 pour avoir quelque chose de potable qui marche bien. On n'a pas besoin d'attendre un quart d'heure pour avoir l'analyse d'image en local. De deux, c'est les données pour entraîner. Parce que dans le médical, c'est ça qui est très dur à trouver. Si tu as des images pour entraîner un modèle, je ne dis pas que c'est méga facile, mais bon, si tu as, quand je dis images, ce n'est pas 10, 100, hein, c'est des milliers d'images pour entraîner un modèle pour qu'il soit vraiment performant. Donc là-dessus, pour moi, c'est la même aussi. Parce que l'infra, les méthodes, elles sont là. Voilà, on n'a qu'à faire. Mais pour moi, le grand obstacle, ce sera ça. Avoir les datas pour vraiment entraîner ton modèle, quoi. Ouais. En tout cas, je partage le même avis que l'aîné. J'allais parler de ça quand tu as abordé l'entraînement. En fait, c'est la partie la plus compliquée. Et aussi, créer un modèle aujourd'hui, l'optimiser comme Google et tout ça, c'est pas évident. Sur quel matériel tu vas faire ça en zone reculée, tout ça, quoi. Donc, autant partir sur un modèle qui te donne les bases et que tu profites de tout cela pour faire quelque chose de potable en même temps que de repartir de zéro, quoi. Donc, je partage le même avis. Ok, si je passe aux questions, il y a juste une personne. Non, Ah. on demande
Puis-je avoir votre compte GitHub? Le mien? Ouais, je pense que c'est plus pour peut-être le tester ou refaire la même chose sur un device ou avoir le code source qui permet de faire la même chose que la personne de Ouais, côté. sur je peux donner mon compte GitHub, hein, mais il n'y a pas de projet d'IA local dessus. C'est Ok. surtout, là, c'est ce que je vous encourage vraiment à garder, il faut chercher, c'est sur le AI Edge Gallery, il a mis dans un repo, parce qu'il est open source aussi, hein, je ne sais plus si Ok. si je vais dire ou pas, mais c'est Google AI Edge, Google-AI-Edge. Ok. Vous pouvez Voilà. le partager si possible dans les commentaires Ouais. directement si vous le souhaitez. Ok. Parce qu'il y a tout ce qui est vraiment. Alors, je mets dans les commentaires, join the chat. Ah, il faut que je connaisse. Ok, vous pouvez nous envoyer ça peut-être Je en peux mettre dans privé. le privé, Ok, quelqu'un. ok, Ouais. ok, cool. Donc, du coup, je partage ça avec vous. Ok. Voilà, et c'est un repo où il y a tous les projets, en gros, il y a local Google. Et il y a plein de choses, notamment la galerie. Ok. Et par contre, quelle est la version Android, je crois. Je ne suis pas sûre que la version iOS soit ici. Parce qu'il y a une version iOS aussi. Voilà. Cool. Donc, je pense que oui, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, Ézéchias, je pense qu'on va s'arrêter là. Si tu n'as pas d'autres questions de ton côté également. T'es en mute, Ézéchias. Ah, ouais, désolé. Ah ouais, c'est vraiment ça ma préoccupation. Et ça ne sera pas que du use case médical. Il y a vraiment plein de domaines, en tout cas pour le milieu rural où il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir essayer de voir comment permettre aussi à ceux qui sont éloignés de pouvoir vraiment profiter de l'IA, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment très intéressant pour nous parce que ça ouvre des portes à plein d'opportunités, que ce soit l'agriculture ou bien d'autres domaines. Et là, ouais, si on peut finir juste sur ça. Là, c'est déjà impressionnant, je pense, ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Ça va s'améliorer encore et encore et encore et encore. Je ne dis pas que, je sais pas, l'année prochaine, n'importe quel device Android pourra faire tourner un truc équivalent à ChatGPT. Peut-être pas, en local. Euh, mais mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'investissements pour que ça puisse bien tourner en local, quoi. Voilà. On voit déjà entre Gemma 1, Gemma 2, Gemma 3 et 3N, le dernier. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant les avancées. Oui, en plus, il y a bientôt le I.O., donc je pense qu'ils vont encore annoncer pas mal Avec Gemini 4. d'améliorations encore. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ok, cool. Donc, Hélène, merci encore une fois pour cette C'est ouf. présentation, cet état des lieux. Et au Yes. plaisir de t'avoir encore dans l'une de nos sessions très Pareil. prochainement. Partagé.